Grand 1, expérience de Stern et Gerlach. Petit 1, introduction. Avec cette seule expérience, on fait exploser complètement tout le cadre de notre représentation intuitive du monde. Tout ce que l'on croit être naturel dans la réalité physique va s'effondrer rien qu'avec cette expérience. Donc c'est une expérience fondatrice dont il est vraiment important de comprendre le principe et le résultat. Elle a été réalisée en 1922 par Otto Stern et Walter Gerlach. L'idée au départ était de vérifier la quantification du moment cinétique, qui avait été postulée pour rendre compte de la quantification des niveaux d'énergie des atomes. Vous devez connaître le modèle de Bohr, avec cette vieille image d'un noyau au centre d'un atome et des électrons qui tournent autour sur différentes couches, avec des orbites bien définies. Les transitions atomiques consistaient au passage d'un électron d'une orbite sur une autre. Un électron pouvait soit passer d'une orbite plus énergétique à une orbite moins énergétique par émission d'un photon, soit passer d'une orbite moins énergétique à une plus énergétique par absorption d'un photon. Mais pour expliquer qu'il n'y avait pas d'orbite intermédiaire possible, Bohr avait postulé la quantification du moment angulaire, du moment cinétique, c'est-à-dire qu'il n'était pas possible d'avoir n'importe quelle valeur du moment angulaire, ces valeurs devant être des multiples entiers d'une certaine grandeur élémentaire, un quantum. C'est le début de la physique quantique. Petit 2. Principe de l'expérience. Le principe de l'expérience consiste à faire interagir un moment magnétique avec un champ magnétique inhomogène pour en réaliser une mesure. Alors, pourquoi mesurer le moment magnétique s'il s'agit de vérifier la quantification du moment cinétique orbital? Tout simplement parce que l'un est en fait multiple de l'autre. Donc si l'un est quantifié, l'autre l'est également. On peut se représenter le moment magnétique comme un petit aimant, avec une certaine orientation et une certaine puissance, et l'on pourra représenter les caractéristiques de cet aimant par un vecteur pointant dans une certaine direction, et avec une certaine longueur, sa norme, qui représentera la puissance de l'aimant. On crée un champ inhomogène de façon à exploiter la force qui va s'exercer sur ce moment magnétique. On utilise des aimants pour créer ce champ, dont voici le dispositif. On envoie des atomes d'argent et un moment magnétique va donc traverser le dispositif et arriver sur l'écran de réception. On s'arrange pour que la force ne fasse au final dévier la particule qu'en fonction de la composante Z de son moment magnétique, et l'on va noter cette composante μz. Et l'on va noter la norme du vecteur mu0. On va passer le calcul, l'important étant que la force exercée sera proportionnelle à la composante du moment magnétique suivant l'axe Z. Ce qui va avoir une conséquence très simple. Plus le moment magnétique sera orienté suivant Z, plus la force subie sera grande, et plus la particule sera déviée. Et plus la particule sera déviée, plus elle arrivera haut ou bas sur l'écran. L'appareil de Stern et Gerlach est donc un instrument de mesure de μz. On aura donc des atomes répartis entre deux valeurs maximum, moins Z max et plus Z max. Si le moment magnétique est parfaitement aligné ou anti-aligné selon Z, les particules arriveront respectivement en Z max et moins Z max. Si le moment magnétique est perpendiculaire à l'axe Z, il n'y aura donc pas de composante suivant Z, la particule ne sera pas déviée et elle filera tout droit, arrivant en 0. Et puis il y aura toutes les positions intermédiaires si le moment magnétique est plus ou moins orienté suivant Z. On s'attend donc à une certaine répartition des atomes sur l'écran, entre moins Z max et plus Z max. Une répartition équitable en fait. On passe également ce calcul qui n'a que peu d'intérêt puisque, comme on va le voir, le résultat en est totalement éloigné. Petit 3. Résultat expérimental. On envoie des atomes d'argent dans un Stern et Gerlach orienté dans la direction UZ, et si on met un écran ici, au lieu d'observer une distribution plate, c'est-à-dire une répartition homogène des particules entre moins Z max et plus Z max, entre moins mu0 et plus mu0, on observe exactement ceci. Autrement dit, on observe des particules soit en plus mu0, soit en moins mu0, et nulle part ailleurs. Donc on n'observe pas du tout quelque chose de plat, et si l'on essaie de traduire ce résultat classiquement, on serait forcé de conclure que μz est soit égal à plus mu0, soit à moins mu0, et c'est tout. Autrement dit, classiquement, le moment magnétique de tous les atomes qui sortent du four est soit dirigé exactement suivant uz, soit exactement suivant moins uz, et jamais dans une position intermédiaire. Puisque si le moment magnétique avait une position intermédiaire, la valeur absolue de la composante de mu suivant z serait plus petite, et donc il serait moins dévié. Et l'atome d'argent arriverait quelque part entre moins mu0 et plus mu0. Et ce cas de figure, précisément, on ne le voit jamais. Donc voilà le résultat expérimental, c'est un petit peu troublant. On pourrait se dire, d'accord, on a un four un peu spécial qui ne fait sortir que des atomes avec des moments magnétiques orientés comme ça. Sauf que maintenant, si vous tournez le Stern et Gerlach et qu'au lieu de l'aligner suivant uz, vous l'alignez suivant ux par exemple, c'est-à-dire que vous créez l'inhomogénéité du champ dans une autre direction, à nouveau vous ne trouvez que plus mu0 ou moins mu0. Or, si le four ne fait sortir que des atomes avec des moments magnétiques orientés suivant uz, on devrait trouver 0 pour la composante suivant x. Donc ces résultats sont complètement incompatibles avec la vision classique du monde. Alors où est le problème ?
En fait, quand on dit que cette expérience réalise une mesure de μz, il faut faire attention. La vision classique est que les systèmes sont associés à des valeurs bien définies des grandeurs physiques. Donc il y aurait une valeur μz du moment magnétique pour chaque état, et on pourrait mesurer ce moment magnétique avec ce dispositif. Mais en vrai, l'instrument ne mesure pas μz. Il donne un résultat à la mesure de μz. Ce n'est pas pareil. Si on se place dans la perspective quantique que l'on a décrite au chapitre 1, lorsque l'on fait une mesure d'une grandeur physique, soit le système est dans un état pour lequel il a une valeur bien définie de cette grandeur, et la mesure vous donnera cette valeur, soit le système est dans un état combiné, qui n'a pas de valeur bien définie pour la grandeur en question, et la mesure donnera aléatoirement l'un des n résultats possibles. Dans la perspective quantique, tous les états n'ont pas une valeur bien définie d'une grandeur. Par conséquent, l'instrument de Stern-Gerlach ne peut pas révéler la valeur de μz, puisque les états n'ont pas tous une valeur de μz. Donc, l'instrument de Stern-Gerlach ne révèle pas la valeur de μz qu'aurait le système, mais il effectue une mesure de μz, et le résultat de la mesure est l'une des valeurs possibles avec certaines probabilités. Il y a deux valeurs possibles, soit plus μ0, soit moins μ0, ce qui veut dire que l'observable μz, la grandeur physique que l'on peut mesurer sur le système par l'instrument de Stern-Gerlach, a deux valeurs possibles, un G1 et un G2 pour reprendre les notations utilisées jusqu'à présent, qui sont plus μ0 ou moins μ0. Si vous mesurez μz quand le système est dans l'état plus μ0z, on va mettre un petit z en indice pour préciser l'orientation, vous allez trouver plus μ0 puisque c'est sa valeur. Si vous mesurez μz sur l'état moins μ0z, vous allez trouver moins μ0 puisque c'est sa valeur. Mais si vous mesurez μz sur un état qui est une combinaison linéaire, plus μ0z plus moins μ0z, vous trouverez aléatoirement soit plus μ0, soit moins μ0, avec des probabilités qui dépendent des coefficients des quêtes plus μ0z et moins μ0z dans la décomposition de l'état. Du coup, lors du résultat de la mesure, si vous obtenez plus μ0, il ne faudra pas conclure que l'atome en question était dans l'état plus μ0z. Par contre, maintenant, il l'est, on va le voir. Donc manifestement, le moment magnétique est quelque chose de quantique. Il y a différents états possibles pour le moment magnétique, et son espace des états semble être de dimension 2. En tout cas, il n'a que deux valeurs de μz qui sont plus μ0, soit moins μ0. Si on mesure μx ou μy, l'espace des états des moments magnétiques sera aussi de dimension 2, avec deux états à valeur bien définie, plus μ0z, moins μ0z, ce qui fait sens, l'espace étant isotrope. Il n'y a pas de direction privilégiée. Quand on envoie les atomes dans une direction ou une autre, si on mesure leurs composantes du moment magnétique, ne trouver que plus μ0 ou moins μ0 ne veut pas dire qu'il n'y a que des états qui ont un moment magnétique aligné dans cette direction, puisque l'on peut prendre n'importe quelle direction et on trouve le même résultat. On est vraiment en face d'un phénomène quantique, où réaliser une mesure ne révèle pas l'état du système. On obtient un résultat, et ce résultat est un des résultats possibles. On précise qu'en moyenne, on trouve autant d'atomes en plus μ0 qu'en moins μ0. C'est une chance sur deux, et c'est aléatoire, c'est-à-dire que si vous envoyez des atomes un par un, vous n'aurez aucun moyen de prévoir s'ils vont arriver en plus μ0 ou moins μ0. Maintenant, si on prend les atomes qui ont été déviés par le haut, donc ceux qui sont sortis avec plus μ0 pour l'orientation z, et qu'au lieu de les arrêter sur un écran, vous les envoyez dans un deuxième Stern-Gerlach orienté à nouveau suivant uz. Donc que l'on refait une mesure de la composante z du moment magnétique sur ces atomes. Qu'obtient-on ? On obtient plus μ0, mais dans 100% des cas cette fois-ci. Ce qui veut dire que les particules que l'on a mesurées comme étant plus μ0 pour la composante z, si on remesure cette composante, ça nous dit que c'est bien plus μ0. Ce qui signifie que l'on a fabriqué des états qui ont maintenant une valeur bien définie de μz. Donc c'est conforme à ce que l'on a dit dans l'étude générale pour une grandeur physique G quelconque. Quand on réalise une mesure, on obtient aléatoirement un résultat avec des probabilités qui dépendent de la combinaison linéaire de l'état du système. Mais une fois que l'on a réalisé la mesure, on a un nouvel état, qui est l'état correspondant au GI mesuré. C'est l'interprétation de Copenhague. Tout se passe comme si, en pratique, quand vous mesurez une certaine grandeur physique, si vous obtenez un certain résultat, le système est maintenant dans l'état qui a cette valeur bien définie pour cette grandeur. Question. Et il est dans cet état-là pour toujours ? Alors, il peut évoluer, bien sûr, si vous mettez un champ magnétique qui le fait dévier, par exemple. Mais si vous n'y touchez pas, il gardera son état. Autrement dit, l'atome pour lequel on vient de mesurer μ0 est maintenant dans un état à valeur bien définie de μz, ce qui nous confirme qu'il existe des états plus μ0z pour lesquels μz a une valeur bien définie qui est plus μ0, et des états moins μ0z qui ont une valeur bien définie de μz qui est moins μ0. Donc si l'on part d'un état qui a un μz bien défini, il va être dévié conformément à son μz. Le problème, c'est qu'il y a des états qui n'ont pas un μz bien défini. Quantiquement, toutes les combinaisons qui s'écrivent alpha plus μ0z plus bêta moins μ0z, avec n'importe quel alpha et bêta possible dans C, n'ont pas une valeur de μz bien définie. Mais on peut effectuer une mesure,
envoyer un atome d'argent dans un état combiné dans le Stern-Gerlach, et on va obtenir un résultat qui sera plus mu0 avec la probabilité module de alpha au carré, ou moins mu0 avec la probabilité module de bêta au carré. Si l'état est normalisé, sinon on divise par le carré de la norme. Mais si l'on mesure mu(x) sur un état pour lequel on a déjà mesuré mu(z), que se passe-t-il? Très bonne question, c'est la suite logique. En effet, que se passe-t-il si on mesure mu(x) sur les états sur lesquels nous avons effectué une mesure et qui ont maintenant un mu(z) bien défini? Classiquement, on devrait trouver 0. Puisque si la composante suivant z du moment magnétique vaut plus mu0 ou moins mu0, suivant x, ça devrait valoir 0. Oui, mais 0 n'est pas un résultat possible. On vient de le voir en mesurant mu(z). On ne trouve jamais 0. On trouve soit plus mu0, soit moins mu0. Donc si on mesure mu(x), on peut déjà s'attendre à ne pas trouver 0 puisque ce n'est pas une valeur possible. Il n'y a pas de valeur 0 pour la composante du moment magnétique, quelle que soit la direction suivant laquelle vous la mesurez. Alors allons-y, faisons-le. Sélectionnons les états plus mu0z. C'est simple. On les fait passer dans un SG orienté suivant UX, que l'on va noter SGUX. Alors, nous sommes bien d'accord qu'à la première expérience, avec le Stern-Gerlach SGUZ, à la sortie du four, on ne savait pas quel était l'état du système. Les atomes sortaient avec un moment magnétique quelconque, c'était aléatoire. Là, on sait parfaitement de quel état on part. Ils sont tous dans le même état, plus mu0z. Alors qu'obtient-on? Eh bien, aléatoirement, certains vont arriver en plus mu0 et d'autres en moins mu0. Et ce avec la même probabilité, c'est-à-dire 1,5. C'est fou! Notez bien au passage que, en moyenne, on obtient 0. En moyenne, les particules qui ont l'air d'avoir un moment magnétique orienté selon UZ ont un mu(x) qui est 0. Mais en moyenne seulement. Question. Et si l'on mesure à nouveau mu(z) après avoir mesuré mu(x), qu'est-ce qu'on obtient? C'est exactement ce qu'on aura à faire. C'est l'idée d'un procédé expérimental. On a un instrument de mesure à notre disposition et on le met en œuvre. Question. Si l'on n'avait pas pris un axe x perpendiculaire au premier axe, on aurait obtenu également deux valeurs, mais pas avec des probabilités 1,5, on va y venir. Le 1,5 étant lié au fait que l'on a pris une base orthonormée. Question. Est-ce que l'on ne pourrait pas envisager que l'on ait en fait une base plus mu0z plus mu0x, plus mu0z moins mu0x, etc. C'est une très bonne remarque. On pourrait donc être au départ dans un état alpha plus mu0z plus mu0x, plus bêta plus mu0z moins mu0x, etc. On mesure mu(z), et si par exemple on trouve plus mu0, cela voudra dire que l'on aura sélectionné ces deux branches-là. Alpha plus mu0z plus mu0x, plus bêta plus mu0z moins mu0x. On aura projeté sur le sous-espace vectoriel compatible à la valeur mu(z) égale plus mu0. Et dans ce nouvel état, si l'on mesure mu(x) maintenant, on trouverait de temps en temps plus mu0, de temps en temps moins mu0. Mais non, l'espace des états du moment magnétique n'a pas cette structure-là, et nous allons le montrer tout de suite. La façon la plus radicale de le montrer, c'est de mettre des SG en série. On va d'abord mesurer mu selon UZ et sélectionner les états plus mu0z en sortie. Puis mesurer mu(x) sur ces états, ce qui donnera un coup sur 2 plus mu0, un coup sur 2 moins mu0. À nouveau, on ne garde qu'une des branches, par exemple les plus mu0x, et on mesure à nouveau mu(z), soit le dispositif suivant. Qu'obtient-on? En moyenne, on obtiendra une fois sur 2 plus mu0 et une fois sur 2 moins mu0. Ce qui veut dire que les états plus x, les états qui sortent positivement du SGUX, sont en fait une combinaison des plus z et moins z. De même pour les moins x. Si l'on avait pris toutes les particules qui sont sorties moins mu0 de la mesure de mu(x, et que l'on mesure mu(z) dessus, on aurait trouvé, à part égale, un coup plus mu0, un coup moins mu0. Ce qui répond à la question. Ce n'est pas que l'on avait des plus mu0 suivant z qui pouvaient en plus avoir deux valeurs de mu(x. Si c'était le cas, vu qu'à la première mesure on a sélectionné les plus mu0z, si on mesurait à nouveau mu(z) après avoir mesuré mu(x), on devrait retrouver plus mu0. On aurait ce que l'on appelle des grandeurs compatibles. Et donc, comme vous le suggériez, un espace de dimension 4. Mais non. Par contre, si après la dernière mesure, on mesure à nouveau mu(z), on retrouvera plus mu0. À chaque fois que l'on fait une mesure, on porte le système dans un état qui a maintenant une valeur bien définie de la grandeur mesurée. Question. Donc en fait, si l'on n'avait pas mesuré selon x, on aurait retrouvé le même z qu'à la première mesure. Exactement. Si on ne mesure pas mu(x et qu'on mesure à nouveau mu(z), on n'aurait que plus mu0 puisqu'on est dans l'état plus z, puisqu'on les avait sélectionnés en sortie à la mesure précédente. Ce qui veut dire que quand on a mesuré mu(x ici, on a changé l'état. Cette expérience révèle qu'il n'y a pas, sauf pour quelques états particuliers, de valeur bien définie dans la grandeur moment magnétique. Et encore, même un état à plus mu0z par exemple, qui est un état avec une valeur de mu(z) bien définie, n'a pas une valeur de mu(x) bien définie. Si on mesure son mu(x), on va obtenir plus mu0 ou moins mu0.
Réciproquement, l'état plus x, qui a une valeur de mu x bien définie, n'a pas de valeur de mu z bien définie, ni de mu y ou de mu dans n'importe quelle autre direction u. L'état plus x n'a une valeur bien définie que de mu x. Autre chose, plus x, manifestement, est une combinaison linéaire des états qui ont une valeur bien définie de mu z. Donc tous les états qui ont une valeur bien définie de mu dans une certaine direction sont combinaisons linéaires d'états qui ont une valeur bien définie dans une autre direction. Il n'y a que deux dimensions de l'état, deux vecteurs de base. Un système quantique avec un espace vectoriel d'état de dimension 2, on appelle ça un qubit. On va y revenir plus loin. Tous les états de cet espace sont combinaisons linéaires de deux états de base quelconques. On peut par exemple écrire tous les états comme combinaison linéaire des états plus mu0z et moins mu0z. Ces deux états forment une base. Mais on pourrait aussi écrire tous les états comme combinaison linéaire de plus mu0x et moins mu0x, qui forment également une base. Plus généralement encore, si vous tournez le SG dans une direction U quelconque, vous allez trouver deux résultats possibles, plus mu0 et moins mu0, et une fois que vous avez fait cette mesure, vous avez projeté l'état de la particule à la sortie du four dans un de ces deux états-là, plus mu0U, moins mu0U. Chacun de ces deux états ayant une valeur bien définie de mu dans une direction U, qui est soit plus mu0, soit moins mu0. Et ces deux états formeront une base possible, plus mu0U, moins mu0U. Alors, la dernière question qui nous reste maintenant pour clore cette partie, c'est comment exprimer l'état plus mu0u dans une base plus mu0z, moins mu0z par exemple. Et réciproquement. Comment exprimer les états les uns par rapport aux autres. On a tout ce qu'il faut pour savoir puisque l'on a les probabilités qui vont bien. Donc on va maintenant déterminer ces coefficients. Petit 4. Analyse dans le cadre du formalisme quantique. Note. Pour alléger un peu les notations, à partir de maintenant, on écrira par exemple l'état plus mu0x comme ceci, plus x. On a vu qu'il existait deux états à valeur de mu-z bien définis, que l'on a notés plus mu0z et moins mu0z, ayant pour valeur respective plus mu0 et moins mu0. Ce qui correspond à la notation introduite au chapitre 1 avec les états 4gi ayant pour valeur de la grandeur g la valeur gi. Mais nous sommes en mécanique quantique, et il y a donc également tous les états qui sont des combinaisons linéaires de plus mu0z et moins mu0z, et qui n'ont pas de valeur bien définie de mu-z. Et l'axe z n'ayant évidemment aucun statut particulier, par isotropie de l'espace, ceci est vrai, quelle que soit l'orientation choisie. La physique quantique ne viole évidemment pas cette propriété fondamentale de l'espace. Donc nous aurons également deux états ayant une valeur de mu-x bien définie, de même pour mu-y, et en fait, quelle que soit la direction choisie de la composante du moment magnétique, on aura deux états à valeur bien définie de mu dans la direction u, dans cette direction particulière. Mais en mettant des SG en cascade, nous avons non seulement établi que l'espace des états pour la grandeur moment magnétique dans une certaine direction était de dimension 2, mais que les moments magnétiques dans différentes directions étaient des grandeurs incompatibles. En fait, chaque paire de vecteurs à valeur bien définie d'un certain mu-u, c'est-à-dire d'une composante mu suivant une direction mu donnée, formera une base de l'espace des états. Par exemple, dans la base des plus z moins z, plus x s'exprimera comme une combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Voilà les premières conclusions de l'expérience de Stern et Gerlach qui sont tout à fait conformes au principe de base sur lequel on a construit l'espace des états. L'espace des états est l'espace vectoriel engendré par les états qui ont une valeur bien définie de la grandeur physique en question. Et donc ici, l'espace des états, l'espace de Hilbert du système pour la grandeur physique moment magnétique dans une certaine direction, sera un espace vectoriel de dimension 2, engendré par un certain quête plus et un certain quête moins dans une direction quelconque U. Nous allons maintenant chercher à exprimer, à partir d'une base particulière, par exemple la base des plus z moins z, tous les autres vecteurs, les plus et moins dans n'importe quelle direction, comme combinaison linéaire de plus z et moins z. Et nous allons commencer par plus x. Quelle combinaison linéaire correspond à l'état plus x, c'est-à-dire l'état qui a une valeur de mu x bien définie, qui se trouve être plus mu0. Nous savons que plus x est une combinaison linéaire telle qu'il existe alpha et bêta dans C, telle que plus x égale alpha plus z plus bêta moins z. La question est donc, que valent alpha et bêta? On peut imposer quelques contraintes à alpha et bêta, notamment en choisissant les normes des vecteurs, puisque le vecteur lambda psi représente le même état que le vecteur psi. On peut donc imposer module de alpha au carré plus module de bêta au carré égale 1. On peut aussi imposer une certaine phase au vecteur. On peut donc définir un plus x' tel que plus x' égale e puissance iθ plus x. C'est la même idée que l'on vient de rappeler. Si on multiplie un vecteur d'état par un nombre, on ne change pas l'état. En conséquence, on peut s'arranger pour imposer alpha réel positif. Question. Pourquoi on ne prend pas bêta réel positif aussi? On peut changer la phase globale du vecteur. Donc on peut considérer que A tombe sur un réel. Mais alpha et bêta n'ont pas forcément la même phase. Donc on ne peut pas imposer cette condition à bêta en général. En tout cas, pas tout de suite.
Alors, que sait-on en plus? On sait que si l'on mesure la composante Z du moment magnétique sur un état plus X, on obtient un coup sur 2 plus μ0, un coup sur 2 moins μ0. Or, la probabilité d'obtenir plus μ0, on va la noter P+, c'est module de alpha au carré. Et P-, c'est module de bêta au carré. Donc, P+ égale module de alpha au carré égale 1,5, P- égale module de bêta au carré égale 1,5. C'est ce que nous dit l'expérience. Du coup, alpha égale 1 sur racine de 2, puisque alpha est réel, et bêta égale 1 sur racine de 2 multiplié par e puissance iθ. C'est forcément quelque chose comme ça. Donc alpha est fixé, et bêta, il faudrait déterminer θ. On va utiliser ici une petite astuce. L'idée est que l'on a une liberté de choix aussi pour moins z. Moins z est un vecteur qui a une valeur bien définie de μz qui vaut moins μ0. Mais si on multiplie moins z par une phase, moins z' égale e puissance moins iθ moins z' reste le même état que moins z. Donc on change la base en plus z moins z'. Du coup, dans cette nouvelle base, plus x s'écrira plus x égale 1 sur racine de 2 plus z plus 1 sur racine de 2 moins z', puisque l'on avait bêta égale 1 sur racine de 2 de e puissance iθ, et donc 1 sur racine de 2 multiplié par e puissance iθ multiplié par e puissance moins iθ égale 1 sur racine de 2. Nous avons donc utilisé la liberté de la phase pour reformuler le vecteur de base moins z, de façon à ce que bêta soit aussi un réel. Et du coup, on ne va pas trimballer des primes. Moins z', on l'appelle à nouveau moins z. C'est notre nouveau moins z. Maintenant, comment exprimer moins x? Moins x s'écrit également comme une combinaison alpha plus z plus bêta moins z, avec des alpha et bêta différents bien sûr, et on peut à nouveau imposer module de alpha au carré plus module de bêta au carré égale 1. On sait par ailleurs que si l'on mesure μz dans la direction moins x, on obtient un coup sur 2 plus μ0, un coup sur 2 moins μ0. Donc on sait que module de alpha au carré égale module de bêta au carré égale 1,5, encore une fois. Donc moins x s'écrit à nouveau comme un certain 1 sur racine de 2 plus z plus 1 sur racine de 2 e iθ moins z. Maintenant, comment continuer? Question. On ne peut pas faire comme tout à l'heure et changer la base pour simplifier la phase? Alors non, parce qu'on a déjà changé moins z. On a déjà utilisé cette liberté pour que ce soit plus simple. Donc on n'a plus la liberté sur moins z. Mais l'on sait autre chose. Si on est dans l'état plus x et que l'on mesure mu x sur cet état, on n'a aucune chance de trouver moins μ0. On le sait, deux vecteurs ayant des valeurs bien définies d'une certaine grandeur physique, pour des valeurs propres différentes, sont nécessairement orthogonaux. On a construit l'espace des états sur cette propriété. Donc, dans ce cas particulier, on sait que l'état moins x est orthogonal à l'état plus x. Donc, si l'on fait le produit scalaire entre moins x et plus x, on doit trouver 0. Soit le bracket moins x plus x égale 0. Pour l'expression de ce produit scalaire, on doit prendre le bras associé au ket moins x et changer les coefficients à leur complexe conjugué, ce qui nous donne le bras moins x égale 1 sur racine de 2 du bras plus z plus 1 sur racine de 2 de e puissance moins iθ, bras moins z. Maintenant, on fait le produit scalaire avec le ket plus x. Le bracket moins x plus x égale 1 sur racine de 2 bras plus z plus 1 sur racine de 2 de e moins iθ bras moins z multiplié par 1 sur racine de 2 du ket plus z plus 1 sur racine de 2 du ket moins z. On développe. Les produits scalaires plus z et moins z font 1 puisqu'on a des états normés. Et plus z et moins z plus z font 0 puisque ces états sont orthogonaux 2 à 2. Et il reste bracket moins x plus x égale 1,5 plus 1,5 e moins iθ. Ce produit scalaire doit être égal à 0, ce qui implique e de moins iθ égale moins 1, d'où l'on déduit θ égale moins pi ou pi. Ainsi, on aura bien 1,5 plus 1,5 fois moins 1 égale 1,5 moins 1,5 égale 0. Par conséquent, voici le vecteur moins x, l'état qui a une valeur de mu x bien définie, moins mu0. On va refaire la même chose avec plus y, l'état qui a une valeur de mu y bien définie plus mu0. C'est à nouveau une certaine combinaison linéaire alpha plus z plus bêta moins z, avec des alpha et des bêta encore différents. On n'a plus de choix pour plus n et moins n, mais on peut toujours obtenir alpha dans R+, et module de alpha au carré plus module de bêta au carré égale 1. Et on a encore les mêmes probabilités, soit P plus égale module de alpha au carré égale 1,5 et P moins égale module de bêta au carré égale 1,5. On peut donc à nouveau écrire le ket plus y égale 1 sur racine de 2 plus z plus 1 sur racine de 2 e iθ moins z. Il nous reste donc à déterminer la phase. On a déjà exploité le fait que l'on avait une chance sur 2 de trouver plus mu0 moins mu0 si on mesurait mu z sur cet état-là,
mais l'on peut aussi exploiter le fait que si on mesure mu x sur cet état, on aura une chance sur deux de trouver plus mu0 ou moins mu0. Ce qui implique que si l'on prend le module au carré du produit scalaire plus x plus y, on doit trouver un demi, puisque la probabilité d'obtenir plus mu0 quand on mesure mu x, c'est précisément le module au carré de la composante de plus y suivant plus x. Donc, le module au carré du bracket plus x plus y égale 1,5. On a déjà calculé le ket plus x, on prend son bras, et comme toutes les composantes du ket plus x sont réelles, prendre les conjugués ne change rien. On développe à nouveau avec les mêmes principes que tout à l'heure, et il reste modulo carré de 1,5 plus 1,5 multiplié par eiθ égale 1,5. On calcule cette norme, on développe, on factorise par un quart, on remplace avec la formule trigonométrique cos θ égale eiθ plus e moins iθ sur 2, ce qui nous donne 1 quart de, entre parenthèses, 2 plus 2 cos θ, soit 1,5 multiplié par 1 plus cos θ. On doit donc avoir 1,5 égale 1,5 multiplié par 1 plus cos θ, ce qui est vrai pour cos θ égale 0, ce qui impose θ égale pi sur 2 ou moins pi sur 2. Donc, eiθ égale ei pi sur 2 ou eiθ égale e moins i pi sur 2. Soit eiθ égale plus ou moins i, soit le ket plus y égale 1 sur racine de 2 plus z, plus ou moins i sur racine de 2 moins z. Quant au moins y, c'est exactement la même étude. On doit avoir un vecteur qui est orthogonal, donc si l'un est en plus i, l'autre est en moins i. Alors, pourquoi y a-t-il deux possibilités ? C'est normal, une fois choisi l'axe x et l'axe z, l'axe y peut être orienté soit dans un sens, soit dans l'autre. Alors, le choix qui donne une base orthonormée directe pour un repère ux, uy, uz direct est le cas où on a plus pour plus y et moins pour moins y. Soit, le ket plus y égale 1 sur racine de 2 plus z plus i sur racine de 2 moins z, et moins y égale 1 sur racine de 2 plus z moins i sur racine de 2 moins z. Voilà, on a des vecteurs qui ont une valeur bien définie de mu x et mu y en fonction de mu z. Il nous restera à établir l'expression dans le cas général, c'est-à-dire pour mu u, mais avant cela, nous allons nous attarder plus en détail sur le qubit.